Depuis 23 ans, là, on nous a présenté notre laboratoire. Avant, on travaillait effectivement, Claude et moi, à l'INRA. Et on a quitté l'Institut dans les années, fin des années 80 pour créer donc ce laboratoire un peu particulier. Parce que on avait déjà cette démarche sur l'écologie, l'environnement et du fait qu'on voyageait pas mal, on se rendait compte que la planète et qu'il y avait certaines choses qui ne fonctionnaient pas. Fin des années 80, dans les années 80, la notion d'écologie n'était pas du tout d'actualité. Et quand on a commencé nos conférences, dans les années fin 80, début 90, je peux vous assurer qu'il n'y avait personne dans la salle et qu'on se faisait siffler. Parce que, en disant, ouais, les 68 arts, les 68 arts attardés, les gars du Larzac, enfin on a tout entendu, tous les noms d'oiseaux, je crois qu'on en a eu un paquet, et on s'est accroché. Parce qu'on pensait, hélas, quelque part, c'est que nous avions raison, et que, écologiquement parlant, si on ne faisait pas quelque chose, eh bien, ça allait aller très mal, enfin pas bien ou très mal. Et là, ça nous a donné raison, parce que on est en 2013, pardon, et en 2007, il y a eu en France ce Grenelle de l'environnement pour prendre en considération et interpeller de plus en plus les gens sur le problème de l'écologie et de l'environnement. Et ça, c'est quand même, chaque fois qu'on voyage, eh bien, ça devient un des sujets. Bon, je ne dis pas que ça avance vite, mais ça devient un des sujets. Donc, on va vous parler de ça. Donc, eau, terre et terroir, qu'est l'avenir. Alors, l'état des lieux, l'eau, les sols, comprendre le sol et les solutions pour l'avenir. Alors, une chose qu'il faut que beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre et n'en voient pas parce que ne voient pas la base, c'est qu'on parle toujours de la pollution de l'eau, de la pollution de l'air. Ça, on vous en a beaucoup parlé et on va en parler aujourd'hui, ce soir. Mais il faut savoir que tout cela, c'est dû au problème du sol. Le sol, c'est la base de tout, c'est la base de la pyramide. Quand le sol ne va pas bien, tout va mal. C'est-à-dire qu'on va polluer l'eau et on va polluer l'air. Donc tant qu'on ne réglera pas le problème de la dégradation des sols, on ne réglera pas les problèmes d'eau et on ne réglera pas les problèmes de pollution de l'air. Le constat planétaire au niveau de l'eau, qui devient de plus en plus grave, c'est que dans le monde, on va vous donner quand même quelques chiffres, 267 millions d'hectares sont irrigués, c'est une source de la FAO, sur 1,8 milliard d'hectares de terres arables, soit que 15% des terres ne demandent l'irrigation, l'utilisation d'eau pour pouvoir fournir notre alimentation. Ça, c'était pas comme ça. En plus, on voit que cette irrigation, cette demande d'irrigation, fait que c'est le cercle vicieux, ça devient un cercle infernal, c'est que 8 millions d'hectares par an sont salinisés ou désertifiés à cause de l'irrigation. Donc pour beaucoup de gens, c'est pourquoi on détruit nos sols en irriguant. Eh bien, on détruit les sols parce que quand vous irriguez, vous n'utilisez pas l'eau de pluie, automatiquement, et les eaux souterraines, et on voit que pour irriguer, on creuse de plus en plus profond. Eh bien, les eaux souterraines, elles ont un ennui, c'est qu'elles sont chargées. Comme elles sont au contact des roches profondes, l'eau dissout, elle dissolve ces eaux des sels. Pas le sel qu'on met sur la cuisine, mais différents sels. Et quand vous irriguez, tous les pays qui irriguent, dans tous les endroits, vous irriguez toujours en été, jamais en hiver, le sol est chaud. À ce moment-là, vous allez évaporer très rapidement l'eau, puisque quand on irrigue à midi, en plein soleil, et que la terre est à 40 degrés, je peux vous assurer qu'il n'y a pas grand-chose qui va descendre dans le profil. Eh bien, en fait, quand vous évaporez de l'eau et qu'elle est chargée, qu'elle est par exemple riche en calcaire, vous allez voir un dépôt. Et à ce moment-là, ce dépôt va saliniser, ce qu'on appelle la salinisation des sols. Et la plupart des cultures qui sont cultivées dans le monde ne supportent pas le sel. Donc l'irrigation est responsable quand on parle de désertification des sols, eh bien l'irrigation est responsable à elle seule de 75% de cette désertification des sols. Et plus on voyage, ou plus les années passent,
plus la demande de l'irrigation est partout, pour des cultures qui normalement ne mériteraient pas l'irrigation. Je vais prendre l'olive et la vigne. Vous êtes dans une zone où beaucoup de vignerons, beaucoup de, je ne sais plus comment on appelle le métier des gens qui cultivent l'olive, je ne sais pas, mon les cultivateurs d'olive demandent de l'irrigation pour l'olive. Alors que l'olive et la vigne, les anciens, on dit toujours, ils doivent se retourner dans leur tombe quand on demande de l'irrigation pour la vigne et l'olive. Il faut savoir que, quand on lit l'histoire, l'olive et la vigne ont toujours été mis, c'est des plantes, des plantes pérennes qui en fait pouvaient pousser sur les sols détruits, c'est-à-dire des sols pauvres. Hein. Plus il y avait même caillouteux, il n'y a qu'à voir où sont les vieux oliviers ou les vieilles vignes. C'était rarement dans la plaine, c'était rarement dans les limons, et en général les gens n'allaient pas à dos d'homme aller mettre de l'eau. Donc en fait la vigne et l'olivier sont des plantes qui ne nécessitent pas normalement l'irrigation, et à l'heure actuelle partout il y a une demande d'irrigation. Pourquoi? Parce que les sols sont en très mauvais état. Alors 3 pays représentent, l'Inde, la Chine et les États-Unis, représentent 50% des surfaces irriguées dans le monde. Et 80%, par exemple, juste un exemple, 80% de la nourriture produite au Pakistan provient de terres irriguées. Donc on voit qu'il y a des pays qui, à l'heure actuelle, s'il n'y a plus d'eau, ne mangent plus. Donc notre stabilité, puisqu'on est quand même tous, le problème, on est en Europe, on est en France, on est à Perpignan, et vous êtes en train de parler du problème, de votre problème, le problème qu'on voit juste à côté de notre porte, mais en fait tout est lié. Et je pense que la stabilité, eh bien, il faut aussi projeter tous ces problèmes, pas qu'à notre porte, mais un petit peu plus loin. Bon, ça, c'est des exemples qui sont absolument pas durables. C'est effectivement dans les déserts, effectivement, avec l'irrigation et les solutions nutritives, c'est-à-dire on n'a plus besoin de terre, le sable. Les gens nous disent c'est de la terre. Le sable, c'est pas de la terre, c'est de la roche. Donc avec de l'eau et puis du coco, c'est comme la perfusion. Quand vous êtes très malade, on vous perfuse, on peut vous maintenir éternellement, enfin pas éternellement, mais très longtemps. Eh bien en fait, ça, c'est pas durable. Et donc il faut absolument chercher un autre modèle. En France, on consomme 50% de l'eau est utilisée par l'agriculture et en été 80%. Et on entend toujours, donc là il y a des agriculteurs, il y a des vignerons et il y a des consommateurs, mais en fait on incrimine souvent, on a beaucoup entendu, faites un effort, coupez votre robinet quand vous vous lavez les dents, lavez pas votre voiture, tout ça je suis tout à fait d'accord puisque moi aussi je le fais. Et Dieu sait si on incite à cette économie en tout. Et je crois qu'il y a quand même le milieu, l'endroit où il faudrait faire un énorme effort et essayer d'aider les agriculteurs, l'agriculture, eh bien, c'est dans ce domaine-là. C'est d'aider les agriculteurs pour qu'ils utilisent, qu'ils consomment moins d'eau, qu'ils irriguent moins et qu'ils reviennent à des sols vivants. En France, entre 1970 et 2010, la demande, on a augmenté de 330% les surfaces irriguées. Donc, ça continue toujours. Donc l'irrigation, je vous ai déjà expliqué, 3 problèmes majeurs. Elle salinise les sols. Alors chez nous, le phénomène est moins alarmant, ça va moins vite que dans les pays très chauds équatoriaux, la salinisation. Mais pour nous, ça c'est un phénomène qui arrive tout de suite, c'est qu'en fait elle détruit la matière organique. En fait elle ne la détruit pas, pour les agriculteurs, ils vont savoir, ou les viticulteurs, ils vont savoir quand je vais dire l'irrigation minéralise la matière organique. En fait, quand on irrigue, on va brûler, on va consommer cette eau, comme le terrain est chaud, on la met à un moment chaud, on va favoriser la multiplication, les bactéries qui vont consommer la matière organique, qui vont donc la transformer, la minéraliser pour donner à la plante effectivement les éléments qui sont dans cette matière organique nécessaires à la plante. D'où cette demande d'irrigation. D'ailleurs, on en parlera peut-être tout à l'heure, les engrais font exactement la même chose. Et plus vous irriguez, plus vous brûlez votre matière organique. Si vous n'en mettez pas,
si vous mettez plus de fumier, si vous mettez plus de matière organique, vous détruisez de plus en plus vos sols et vous allez avoir de plus en plus besoin d'irriguer et vous aurez de plus en plus besoin de fertilisation. Donc l'utilisation de l'irrigation, eh bien en fait détruit, et sans matière organique, et c'est le drame à l'heure actuelle en Europe et dans le monde, après la guerre, les sols contenaient en moyenne 4% de matière organique. À l'heure actuelle, on est en dessous de 2%. Donc entre l'après-guerre, on va dire entre 1950 et 2013, on a diminué de moitié la matière organique dans nos sols. Donc plus on irriguera, plus on touchera ce problème épineux. Et comme on a sectorisé le monde agricole, et que ramener de la matière organique pour les viticulteurs, mais pour les céréaliers, c'est très compliqué puisque les bêtes sont à des kilomètres et des kilomètres. Donc en fait, il n'y a pas de retour de la matière organique au sol. Et c'est le gros problème de notre époque, c'est comment remettre, sans que ça coûte trop cher, et que ce soit faisable pour l'agriculture, de remettre de la matière organique. Et puis autre, bien sûr, plus on irrigue, plus on vide les nappes phréatiques. Nous, on revient d'Argentine, eh bien, pour eux, disent tout va bien pour l'instant. Eh bien, en fait, ils creusent pour irriguer, parce que la viticulture argentine est totalement irriguée. Ils se plaignent il y a de moins en moins de neige, donc ils creusent de plus en plus profond, et ils sont en ce moment à des puits qui font presque, 280 mètres, 300 mètres de profondeur. Donc ils vont chercher des nappes phréatiques extrêmement profondes qui ne peuvent plus être remplies puisque de toute façon il ne pleut pas. Donc on voit bien que c'est absolument pas durable. Ils sont sur quelque chose qui ne durera pas. Donc on va venir au niveau du sol. L'agriculture moderne intensive telle qu'on l'a faite, en fait elle a créé, normalement depuis 6000 ans, l'agriculture ne dure que depuis 6000 ans, et en 6000 ans on a fait 2 milliards d'hectares de désert. Mais en un siècle, en 100 ans, on en a fait 1 milliard. Donc on a fait 50%. Donc on a plus qu'accéléré. Et ça, c'est par des pratiques culturelles. Donc ça, c'est quelques chiffres pour montrer que la destruction, à l'heure actuelle, on désertifie, ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec l'irrigation, 10 millions d'hectares par an. L'urbanisation, elle est énorme. Le professeur Harouet de l'INRA de Nantes, ou d'Orléans, je ne me rappelle plus, a écrit, il y a tout un programme, il y a tout un dossier qui vient de sortir, colloque sur la notion des sols, et donc il a trouvé qu'on bétonnait en France un département tous les 7 ans. Faites votre calcul, ça ne va pas durer très très longtemps. Pour compenser ça, eh bien, on déforeste de plus en plus, 15 millions d'hectares par an, et il faut savoir, ça c'est pareil, que la forêt, sans arbres, sans haies, vous ne pouvez pas remplir les nappes phréatiques et vous ne pouvez pas avoir de la pluie. Les arbres, l'arbre, c'est le seul organisme vivant qui est capable de recharger les nappes phréatiques. Plus on déforestera, plus on désertifiera les sols, moins on aura de pluie sur les terres. Il fallait intervenir et faire un remembrement parce que effectivement les agriculteurs avaient des toutes petites surfaces et donc on a coupé dans les années tout de suite après-guerre, 60-70, on a même subventionné les agriculteurs pour couper les haies parce qu'effectivement c'était pas gérable pour les agriculteurs. Le problème c'est que quand vous allez en Beauce, il n'y a plus un arbre. Il y a certains endroits, les Cévennes, certains plateaux, on a tout coupé et après on dit « oh là là !» et on a des glissements de terrain, les rivières ne retiennent plus. Et oui, parce qu'en fait, c'est les arbres qui permettent, quand il pleut trop, grâce à leur système racinaire, de remplir les nappes phréatiques. Donc plus d'arbres, sécheresse, et on ne remplit plus les nappes phréatiques. Donc ce sera indispensable, quelles que soient les régions, nous, ça on interpelle on va dire les politiques, les mairies et tout, remettre de la haie. On ne peut pas vivre sous une forêt, on ne peut pas cultiver sous la forêt. Par contre, on peut très bien replacer de la haie sans qu'elle soit gênante pour la culture et ça permettra de régénérer et de reconstruire les sols.
Bon, ça c'est des exemples de montrer comment en fait on détruit. Alors c'est en Chine quand on parle, ça c'est des choses extrêmement graves, et vous vous rendez compte que les parties plates, là que vous voyez, c'était le niveau du sol autrefois. Maintenant, ben, on est complètement dégradé. La Chine, certains endroits de Chine perdent 500 tonnes par hectare et par an de sol. C'est-à-dire qu'il disparaît entre 5 et 10 cm tous les ans du sol. Donc c'est phénoménal. Et en France, on en perdait 10 et on est en moyenne à 40 tonnes par hectare et par an. Donc, et cette terre, elle s'en va dans les rivières. Si ce n'est pas dans les rivières, elles vont après dans la mer et elles posent, et puis même dans les villages, et elles posent énormément de problèmes. Normalement, la terre, elle doit rester à l'endroit où elle est. Il faut savoir pourquoi on a autant d'érosion et pourquoi ça cause autant de dégâts. Si l'eau n'était pas chargée, si vous êtes dans une forêt et qu'il y a de la pente, et que le sol de la forêt est vivant, elle est poreux, l'eau va rentrer. Vous verrez les petits ruisseaux qui sortent en ce moment, nous en Bourgogne, il y a énormément de pluie et on voit la sortie des forêts, des sources et des ruisseaux qu'on ne voyait plus parce qu'on a eu une sécheresse dramatique. Ça sort, c'est parfaitement clair. Je n'irai pas la boire, mais je crois qu'on pourrait. Elle est comme ça. Elle n'est pas érosive. Elle n'a pas du tout tiré de la terre. Dans un champ où, en fait, le sol ne sortient pas, eh bien, en fait, on a cette couleur-là. Pourquoi ? Parce que dès qu'un sol n'est pas vivant, quand il y a un tout petit peu de plante, ça va tomber, et à ce moment-là, il y a de l'argile, il y a de la matière qui va se mettre en suspension dans le sol, et à ce moment-là, on parle de force érosive de l'eau, parce que l'eau, la force érosive, le côté qui raye comme ça, c'est lié au carré de la densité. 1 au carré, l'eau a une densité de 1, cette eau a une densité de 1 au carré, ça fait toujours 1. Donc c'est pas érosif. Mais pour peu que vous augmentez la densité de 1,2, faites, parce que vous avez mis un peu d'argile, 1,2 au carré, vous augmentez la densité. À ce moment-là, cette eau, elle va être capable, puisqu'elle aura une force plus importante, elle va être capable de soulever du sable. Le sable va augmenter la densité. Et petit à petit, cette eau va être capable de faire rouler des gros cailloux. Ce gros caillou, comme en plus c'est en pente, il va être encore plus érosif, et ça sera un bloc, et du bloc, ça sera des maisons, des voitures, et c'est tous nos dégâts environnementaux qu'on entend. Donc, c'est pas que l'eau, c'est pas que la pluie qui est responsable. Parce que si les sols étaient vivants, on n'aurait pas cette érosion. Comme on perd énormément de sol, et qu'on augmente, on continue à augmenter de 75 millions d'habitants par an. Actuellement, ce qui reste pour la population mondiale, il nous reste 1,8 milliard d'hectares et nous sommes 7,1 milliards. Donc ça veut dire que chaque personne, on a, chacun, 2500 mètres carrés par personne. Si le gâteau était parfaitement partagé comme ça, c'est-à-dire que tout le monde avait 2500 mètres carrés, je pense qu'on s'en sortirait à peu près, parce que 2500 mètres carrés, c'est une agriculture paysanne. On a travaillé dans des endroits où on parle d'agriculture paysanne. Eh bien, en fait, sur 2000 mètres carrés, ils arrivent à faire vivre des familles, plus de 10 personnes. Il faut voir le rendement qu'on a, parce qu'en fait, c'est une agriculture de jardin. Il n'y a pas un centimètre carré qui est laissé libre. On va pouvoir faire du maïs, par exemple au Brésil, ils font le maïs, le haricot et la courge au même endroit. Donc c'est évident qu'il faut de la main d'œuvre, mais n'empêche que au même endroit, cet agriculteur, enfin ce paysan va pouvoir avoir ces trois choses. C'est évident, c'est impensable en Beauce. Vous savez, aucune moissonneuse-batteuse capable de moissonner en même temps le haricot, le maïs et la courge, et en plus ils ne sont pas mûrs au même moment. Donc si c'était ça, ça se passerait très bien. Et le problème, c'est que nous, Européens, on en consomme 6000 mètres carrés par habitant, et les États-Unis 8000. Donc c'est évident que sur la planète, il y a des gens qui ont nettement moins. Et donc on est 1 milliard de personnes sous-alimentées. Ce qui est plus embêtant, c'est que nous sommes 3 milliards qui souffront de carences en oligoéléments et en vitamines, parce que notre nourriture n'est plus porteuse des éléments. Donc on voit que la destruction, on parlait de l'eau, mais c'est aussi, on a un énorme problème au niveau de notre santé.
Donc bien sûr, le système n'est pas durable et il faudra changer de modèle. Donc on voit que quand un sol, il y a de la racine, il y a de la végétation, eh bien en fait, il ne s'érode pas. Parce que la vigne, sous la vigne, il y a eu exactement la même quantité d'eau qui lui est passée dessus. Hein? Exactement pareil. Donc en fait, il y a bien un phénomène qui fait qu'à un endroit, ça ne va pas bouger. Et comme c'est une vigne, effectivement, qui a été désherbée chimiquement, avec un très grand écartement, sans rien au milieu, c'est vrai que ça a été un boulevard. En plus, bon, plus d'activité biologique, plus de faune. Eh bien, ce vigneron a perdu 50 cm, les racines sont complètement dégagées. Donc je pense que pour peu que l'été, il y a un très fort orage, les racines à l'air comme ça, si on a une température, comme on voit maintenant, à plus de 30 degrés, et qu'en été, les sols de vigne peuvent monter à 45-50 degrés quand ils sont à nu, je peux vous assurer que pour le vigneron, il demandera à irriguer, ça c'est sûr, et puis il y aura un fort stress hydrique sur sa vigne, parce que les racines sont à l'air et qu'elles chauffent, et que donc elles ne peuvent pas alimenter en eau la vigne. Donc en fait, là, quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas, qui est tout faux. Plus vous avez de pente, plus c'est érosif. Si vous êtes à plat, il n'y a pas d'érosion. Mais dès qu'il y a de la pente, vous avez de l'érosion. Ça, c'est une rivière que vous connaissez, hein, c'est la Glie. C'est tout de suite après un gros orage. On travaillait là. Eh bien, le soir, c'est une photo que j'ai prise. Et le lendemain, il n'y a plu énormément. Le lendemain, c'est-à-dire en quelques heures, on a ces images-là. Ça, c'est pas normal. C'est impossible qu'on puisse dire que cette chose est normale. Parce que si vous réfléchissez un tout petit peu, depuis le temps que nous sommes sur Terre, si chaque fois qu'il pleuvait, même violemment, on avait cette perte en limon, je n'ai pas fait le calcul, mais je peux vous assurer qu'il y avait quelque chose, eh bien, vous seriez sous le caillou. Plus personne ne pourrait vivre. Ce n'est pas un phénomène naturel. Et on a trop tendance à dire, ça a toujours été comme ça. Mais on a travaillé en Amazonie, où en fait, ils arrachent tout pour... bon, je ne défends pas comment ils cultivent, mais en fait, les rivières étaient tellement boueuses, c'était tellement dramatique, qu'il y a eu une obligation de laisser ce qu'ils appellent les forêts-galeries. Donc de laisser 300, 400 mètres, 500 mètres de chaque côté de la rivière pour empêcher qu'il y ait autant de boue. Eh bien, en quelques années, grâce à cette forêt, et c'est pour ça que je disais aussi que la forêt permet de faire rentrer l'eau, eh bien, en fait, les rivières sont redevenues, il peut pleuvoir beaucoup, les rivières sont redevenues sans limon dès qu'il pleut. Il y a des directives en ce moment européennes, et je trouve que c'est très bien, c'est de remettre des bandes enherbées le long des rivières pour éviter aussi ces phénomènes-là. Parce que si vous mettez une bande enherbée, eh bien, on n'a pas le champ qui va jusqu'au bord de la rivière, eh bien, au moins, on permettra à la rivière de ne pas avoir autant de limon.